Maintenant, dans cette deuxième partie du chapitre sur la cinétique chimique, on va aborder un des aspects théoriques les plus intéressants de ces réactions, ce sont les mécanismes réactionnels. Les mécanismes réactionnels, la cinétique chimique apporte beaucoup d'éléments pour accéder aux mécanismes réactionnels, du moins du point de vue des réactions qui sont mises en œuvre. Eh bien, pour cela, donc, donner le mécanisme d'une réaction au plan cinétique, c'est d'abord indiquer le nombre et la nature des étapes qui, à partir des réactifs, conduisent au produit. Par exemple, si je prends la réaction que je nomme bilan, 2A plus B donne C plus D, et que je sais qu'elle se fait suivant le mécanisme que je vous propose, c'est-à-dire A plus B donne I, dans laquelle c'est une étape lente, je l'ai noté 1, je vais dire qu'elle est lente avec une constante K1, on est bien d'accord, c'est tout à fait arbitraire, c'est juste pour vous illustrer ce qu'est un mécanisme réactionnel, que j'ai pris cet exemple-là. Et puis ensuite, A plus I donne C plus D, ça c'est l'étape 2, que j'appelle étape rapide, et donc cette réaction, que j'imagine étape rapide, et cette réaction aura une constante de vitesse K2. Voilà donc le mécanisme que je vous ai proposé de façon totalement arbitraire, mais pour vous introduire un certain nombre de notions qui sont extrêmement importantes lorsqu'on construit des mécanismes réactionnels. Alors, première chose, 1 et 2 sont des actes élémentaires. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que 1 et 2 se déroulent en une seule étape. Et, autre chose très importante, le composé I que vous voyez apparaître au cours de la réaction 1 et disparaître au cours de la réaction 2 est donc un composé qui, comme vous le voyez, n'apparaît pas dans la réaction bilan et que par ailleurs, c'est un composé qui se fabrique lentement et qui se consomme très vite, ce qui veut dire qu'il ne s'accumule pas dans le milieu. Eh bien, toutes ces caractéristiques-là font que I est un intermédiaire réactionnel. Alors, on va commencer, puisqu'on a parlé des actes ou processus élémentaires. Je vous ai mis acte élémentaire, mais processus va se rencontrer également. Et là, pour les actes élémentaires, on va rencontrer une notion importante, c'est la notion de molécularité. Ce sont des réactions, comme je vous l'ai déjà dit, qui se déroulent en une seule étape et qui indiquent clairement et sans ambiguïté ce qui se passe dans le phénomène. Par exemple, lorsqu'on a écrit A plus B donne I, cela signifie que une molécule de A réagit avec une molécule de B. On ne parle plus de mol là, mais on parle de molécules, les petites unités qui constituent la matière, une molécule de A va réagir avec une molécule de B, ce qui revient à dire que cette écriture-là, lorsque j'écris un acte élémentaire, A plus B donne I, c'est un acte élémentaire, eh bien je ne peux pas le remplacer par 2A plus 2B donne 2I, parce que ça voudrait dire deux molécules de A réagissent avec deux molécules de B, entrent en contact, deux molécules de A et deux molécules de B entrent en contact pour fabriquer deux molécules de I. Eh bien, si j'écris A plus B donne I, l'acte élémentaire A plus B donne I n'a rien à voir avec l'acte élémentaire 2A plus 2B donne 2I. Et lorsqu'on a affaire à un acte élémentaire, eh bien, le coefficient stoichiométrique du réactif est égal à sa molécularité. En fait, lorsque je vous ai dit 1A et 1B, eh bien, cela signifie que la molécule A aura un ordre de 1, la molécule B aura un ordre de 1 parce que leurs coefficients stoichiométriques sont 1 et 1, comme vous le voyez. Et en fait, ce que je vous propose comme remarque importante, c'est que pour qu'un acte élémentaire ait lieu, il faut que toutes les espèces, avec leur molécularité associée, se retrouvent en un même lieu pour pouvoir mettre en œuvre la réaction. Vous voyez bien que un A et un B réagissent ensemble, ça n'est pas la même chose que 2A plus 2B réagissent ensemble. Qu'un A rencontre un B, c'est relativement facile à concevoir,
mais qu'à un moment donné, 2A et 2B, c'est-à-dire 4 molécules, se trouvent dans un rayon extrêmement réduit pour pouvoir donner lieu à la réaction, cela est beaucoup moins probable. Et donc, ce que je vous mets ici, c'est que la probabilité d'avoir plus de 4 molécules dans un même lieu et en même temps est très faible et que cette probabilité est pratiquement nulle quand on parle de 5 molécules présentes au même endroit en même temps. Donc la molécularité maximale, et elle sera tout à fait exceptionnelle, c'est une molécularité de 4. Donc l'ordre global d'un acte élémentaire, qui est la somme des ordres partiels, ne sera que très exceptionnellement égal à 4 et absolument jamais égal à 5. Maintenant, donc, on va parler de la loi de vitesse d'un acte élémentaire. Eh bien, ce que je vous ai déjà dit dans la diapo précédente, je vous le répète, le principe de base, c'est que pour un acte élémentaire, l'ordre est égal à la molécularité. Donc, pour la réaction, pour l'acte élémentaire, pardon, j'ai bien dit acte élémentaire, A plus B donne I, la loi de vitesse de cet acte élémentaire va s'écrire K, concentration en A, que multiplie concentration en B, et A et B à la puissance 1, comme vous le voyez, parce que la molécularité est égale à 1. Et pour l'étape 2 du mécanisme, vous voyez que l'étape 2 du mécanisme précédent, c'était A plus I donne C plus D. J'en avais dit que la constante de vitesse, c'était K2. Eh bien, la vitesse de cette étape 2, ça va être K2, que multiplie A, que multiplie I. Donc, comme ceci. Et pour un acte élémentaire équilibré, donc c'est une remarque qui passe un peu à côté, qui n'est pas dans la lignée du mécanisme qu'on est en train d'étudier, mais je vous propose de remarquer, puisqu'on y est, que si j'écris cet acte élémentaire équilibré, x plus y donne z, mais z peut redonner x plus y, que je mets K3 pour la réaction dans le sens direct et K-3 pour la réaction dans l'autre sens, eh bien, ça admettra les lois de vitesse. V3 égale K3 que multiplie concentration en X que multiplie concentration en Y. Et V-3 égale K-3 que multiplie concentration en Z. Cette remarque étant faite, je vais continuer sur mon mécanisme en parlant, puisque je vous avais dit que I était un intermédiaire réactionnel, eh bien je vous propose maintenant de faire un paragraphe sur les intermédiaires réactionnels. Alors, je vous les ai déjà évoqués, mais je vous les rappelle. Un intermédiaire réactionnel devra remplir plusieurs conditions. Il se forme et il se consomme au cours du mécanisme, mais il n'apparaît pas dans la réaction bilan. On a vu que c'était le cas pour I. Il se forme au cours d'une réaction lente et il est consommé au cours d'une ou plusieurs réactions rapides. Ce qui revient à dire que cet intermédiaire réactionnel ne peut pas s'accumuler dans le milieu, puisque dès qu'il s'est formé, il est consommé pratiquement, donc il ne s'accumule pas dans le milieu. Il est possible de porter l'évolution des concentrations des divers composés qui participent à la réaction bilan que je vous ai écrite tout à l'heure. 2A plus B donne C plus D. Donc ici, je mets les concentrations en ordonnée, le temps en abscisse, et donc la concentration des deux réactifs diminue. Vous voyez que pour le composé A, la consommation, la diminution sera 2 fois plus rapide que pour le composé B. Et de la même manière, celle des produits augmente. Les produits vont augmenter de façon comparable à B, puisque chaque fois, symétrique à B, puisque chaque fois que B diminue d'une unité, C et D augmentent d'une unité. Donc on est comme ceci, mais ce graphique, je voulais porter pour vous montrer la concentration de l'intermédiaire réactionnel. Je vous dis que cet intermédiaire réactionnel voit sa concentration augmenter très vite au début, rester constante presque tout le temps et qui diminue très vite à la fin. Vous voyez, c'est le trait en pointillé et en vert que je vous ai mis. Vous voyez que vous avez un plateau, une concentration en intermédiaire réactionnel qui est pratiquement constante tout au long de la réaction, sauf au tout début et à la toute fin.
Et donc Bodenstein a proposé ce qu'on appelle le principe de l'état quasi-stationnaire pour l'intermédiaire réactionnel, c'est-à-dire qu'en régime permanent, c'est-à-dire ni tout à fait au début ni tout à fait à la fin, la concentration en intermédiaire réactionnel est constante, ou encore, ce qui revient au même mathématiquement, la dérivée de cette concentration par rapport au temps est égale à 0. Eh bien, à partir de là, je vous propose donc une loi de vitesse qui découle du mécanisme. C'est-à-dire que là, j'ai pris un peu le problème à l'envers, j'ai proposé un mécanisme, et à partir de ce mécanisme, je vais vous proposer une loi de vitesse. En général, on détermine la loi de vitesse, et à partir de la loi de vitesse, on détermine le mécanisme. Mais il faut être capable de passer de l'un à l'autre pour pouvoir effectivement être opérationnel. Eh bien, pour la réaction bilan, 2A plus B donne C plus D, on va pouvoir utiliser des méthodes générales qui seront applicables à l'ensemble des réactions avec la restriction qu'il faut que l'on soit en phase homogène quand même. On peut déjà rappeler la définition de la vitesse de la réaction en utilisant des notions déjà vues. V égale moins 1,5 de D de A sur dt égale moins D de B sur dt égale dc sur dt égale dd sur dt. Et vous voyez que V, ici, c'est la vitesse par unité de volume, puisque je mets les concentrations et non pas les quantités de A, B, C et D. En remarquant que C et D se forment seulement au cours de l'étape 2, je vais pouvoir dire que dc sur dt égale dd sur dt égale V2 et que B est consommé en 1. Je vais donc pouvoir dire que moins d de B sur dt égale V1. Donc la vitesse de la première étape, c'est aussi la vitesse de consommation de B. Puisque, en revanche, A est consommé en 1 et en 2, ce qui revient à dire que moins d de A sur dt égale V1 plus V2. Donc vous voyez ici, j'ai mis en évidence le fait que les réactifs avaient on pourrait exprimer la variation de la concentration de chacun des composés du mélange en utilisant les vitesses de chacun des actes élémentaires. Soit un acte élémentaire tout seul, si le composé n'apparaît que dans cette réaction, soit les deux actes élémentaires, les deux vitesses des actes élémentaires, si comme A, on a une apparition, une disparition du composé au cours de plusieurs étapes. Et I est produit en 1 et consommé en 2, ce qui revient à dire que d de I sur dt égale V1 moins V2. Voilà donc l'ensemble des équations que l'on va pouvoir utiliser et sur lesquelles on pourra raisonner. Alors l'application du principe de Bodenstein d de I sur dt égale 0 nous conduit à V1 moins V2 égale 0, c'est-à-dire V1 égale V2. Et si on reprend les expressions des lois de vitesse, ça revient à dire que V égale moins 1,5 de d de A sur dt égale moins dB sur dt égale dc sur dt égale dd sur dt, eh bien on va arriver à V égale d de c sur dt égale d de d sur dt égale V1 égale V2, comme ceci. Et V, donc, je vais aussi mettre que V égale moins dB sur dt égale V1 égale V2, puisque V1, on a vu que c'était égal à V2 grâce au principe de Bodenstein qu'on appelle aussi principe de l'état quasi-stationnaire. Et encore, que V égale moins 1,5 de d de A sur dt égale donc, vous voyez, V1 plus V2 sur 2 égale aussi, V1 est aussi égal à V2. Toutes ces expressions convergent. On peut donc écrire V égale V1 égale K1 AB, ou bien V égale V2 égale K2 AI. Mais la loi de vitesse ne doit pas contenir l'intermédiaire réactionnel qui n'est pas mesurable d'une manière simple. Donc on va avoir V égale V1 égale K1 AB. C'est cette expression de la loi de vitesse qui sera retenue dans le mécanisme que je vous ai proposé.
Voilà donc comment, à partir d'un mécanisme, on établit la loi de vitesse. Bien entendu, la plupart du temps, on va avoir un phénomène dans l'autre sens. Donc, ce que je peux dire, c'est que la réaction va donc être d'ordre 1 par rapport à A, d'ordre 1 par rapport à B, et d'ordre global 2. Vous voyez que je vous ai mis entre parenthèses que 2 c'est 1 plus 1. Je pense que ça n'est pas un scoop. On va étudier d'autres mécanismes, des mécanismes qui sont connus, et je ne vous propose pas ici d'établir une liste exhaustive des mécanismes possibles, mais de voir d'autres exemples afin d'utiliser les règles déjà énoncées et pouvoir ensuite vous débrouiller tout seul. Si on vous donne un mécanisme, être capable d'en déduire la loi de vitesse qui en découle. Je vous propose un équilibre rapide suivi d'une étape lente. Ici, vous vous rappelez, on avait dit que K1 est grande, K-1 est petite, ça nous fait donc un équilibre, K1 est grande et K-1 également, ça nous fait donc un équilibre rapide, et puis ensuite, l'étape 2, c'est le Z qui a été formé au cours de l'étape 1, qui va donc produire du T. Voilà donc le mécanisme que je vous propose. K2 est petit, K1 et K-1 sont grandes. K1 et K-1 et K1 très supérieurs à K2, ce que je vous ai dit, équilibre rapide. Donc les constantes qui se rapportent à l'équilibre sont beaucoup plus grandes que les constantes qui se rapportent à la deuxième réaction. Ici, bien entendu, la loi de vitesse, l'expression de la vitesse, ça va être V égale moins dx sur dt égale moins dy sur dt, et ça va nous faire dt sur dt, parce d concentration t sur dt le temps. Vous voyez que la réaction bilan, c'est x plus y donne t. Mais attention, cette fois-ci, Z n'est pas un intermédiaire réactionnel. Il obéit bien à la première règle, c'est-à-dire que Z apparaît dans les actes élémentaires, mais n'apparaît pas dans la loi de vitesse globale. Mais en revanche, ça n'est pas un intermédiaire réactionnel puisqu'il est formé rapidement et consommé lentement. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas lui appliquer le principe de l'état quasi stationnaire, ce que bien entendu on ne fera pas. Et donc, en revanche, on dit que la réaction 2 est assez lente pour que l'équilibre 1 soit en permanence établi, ce qui revient à dire que K égale Z sur X plus Y, c'est la constante d'équilibre que vous avez déjà rencontrée par ailleurs, et on a également KXY égale Z, comme ceci, avec V égale D grand T sur D petit t. Vous voyez bien que la vitesse de la réaction, c'est la vitesse de formation de T, puisque dans le bilan, c'est X plus Y donne T. Donc la vitesse de la réaction, c'est D grand T sur dt. C'est donc égal à V2, et c'est donc égal à K2Z. Sauf que Z n'est pas très bien connu, et donc on devra exprimer Z pour avoir la loi de vitesse. Eh bien, vous voyez que ce que je vous propose, donc, c'est comme ceci. Je vous propose l'équilibre, caractérisé par cette constante. Un équilibre chimique est un phénomène dynamique, c'est-à-dire que si le système n'évolue pas, c'est que les deux réactions antagonistes ont lieu à la même vitesse, ou encore ce qui revient à dire que V1 égale V-1, ou si vous préférez, K1XY égale K-1Z. Et cela revient à dire que K égale Z sur XY égale K1 sur K-1. Donc effectivement, la loi de vitesse que l'on va faire apparaître, on avait donné la loi de vitesse V égale K2 KXY, eh bien on va maintenant remplacer K par K1 sur K-1 et on arrive donc à une loi de vitesse V égale K2 que multiplie K1 sur K-1 X, Y en concentration. On va voir le cas où il existe une étape cinétiquement déterminante. Lorsqu'une étape est beaucoup plus lente que les autres, c'est elle qui fixe la vitesse globale du mécanisme.
Si vous voulez, quand je faisais ce genre de cours, je disais, si on regarde le moment où l'on plante un arbre et le moment où on finit par faire une table avec le bois de cet arbre, c'est la partie développement de l'arbre qui va être la plus longue. Eh bien, donc la durée, le temps nécessaire à construire la table est très marginal par rapport au temps qu'a mis l'arbre à pousser. Eh bien là, ça va être un petit peu la même chose. Donc ici, si je prends un exemple qui est bien connu, la réaction 2NO plus 2H2 donne 2H2O plus N2, eh bien, elle se déroule suivant le mécanisme que je vous propose là. 2NO donne N2O2, réaction équilibrée, constante K1, K-1, c'est rapide. Et puis, N2O2 plus H2 donne N2 plus H2O2. N2O2 plus H2 donne N2 plus H2O2. Cette réaction est lente. Eh bien, vous voyez, troisième étape, H2O2 plus H2 donne 2H2O. C'est une réaction rapide. On va donc dire que c'est l'étape 2 qui fixe la vitesse globale de la réaction, c'est-à-dire que V égale V2 égale D de N2 sur dt. Vous voyez bien que N2 est un des produits de la réaction, donc dire que V c'est D de N2 sur dt, c'est tout à fait recevable. En revanche, la vitesse de la réaction 2, c'est K2, N2O2, H2. Mais N2O2, vous voyez bien, ne figure pas dans la réaction bilan, donc on ne doit pas le faire figurer dans la loi de vitesse. Et donc, je vais, comme précédemment, utiliser K égale K1 sur K-1 égale N2O2 divisé par NO au carré. Vous voyez bien, la réaction 1, j'écris donc la constante et les lois de vitesse qui en découlent. Voilà à quoi je suis rendu. Et donc N2O2 égale K1 sur K-1 multiplié par NO au carré. Et donc à partir de là, je vais exprimer la loi de vitesse. La loi de vitesse, vous voyez, je l'ai rajoutée à la toute fin, donc l'avant-dernière ligne, vous voyez, V égale V2 égale K2 que multiplie K1 sur K-1, NO au carré H2. Maintenant, on va voir quelque chose qui intéresse principalement les biologistes, mais qui est intéressant du point de vue de la maîtrise de la cinétique chimique. C'est suffisamment, c'est pas très compliqué, mais c'est un peu plus compliqué que les modèles qu'on a vus jusqu'à présent. Donc, ce que je vous dis, c'est que les réactions biologiques sont la plupart du temps catalysées par ce qu'on appelle des enzymes. Les enzymes, ce sont des catalyseurs du vivant. Ce sont donc des catalyseurs extrêmement puissants, mais ils sont très spécifiques, ils sont parfaitement adaptés à une réaction bien précise, mais ils ne vont pas, ou très peu, participer, faciliter la réaction tout à fait voisine. Par exemple, un catalyseur, une enzyme qui attaque le glucose risque de ne pas attaquer le saccharose, c'est le cas le plus fréquent. Donc vous voyez, c'est très puissant, mais très spécifique. Et donc, messieurs Michaelis et Menten ont traité cette cinétique enzymatique. Ils ont fait l'hypothèse vérifiée par la suite du mécanisme suivant. On a E, donc c'est l'enzyme qui est mis en contact avec le substrat, donc le composé qui doit être traité, pour nous donner un complexe enzyme-substrat, ce que j'ai appelé ES. C'est donc l'enzyme associée au substrat, associée de façon extrêmement intime. Et puis ensuite, ES va réagir au cours de la réaction 2 pour donner le substrat plus du... En fait, c'est l'enzyme plus du produit, non pas le substrat, c'est de l'enzyme plus du produit. C'est-à-dire que si je regarde le bilan, vous voyez que si vous avez corrigé dans la deuxième réaction, c'est ES égale E plus P. Vous voyez bien que le E qui est présent au début et à la fin, on peut le supprimer du bilan. Ça nous fait S donne P.
La vitesse de la réaction, ça va donc être moins d de E sur dt, ou bien d de P sur dt. C'est-à-dire que si je mets moins d de E sur dt, ça va être quelque chose de compliqué, puisqu'il faut prendre en compte à la fois la réaction directe de l'équilibre et la réaction de retour. En revanche, d de P sur dt, c'est égal à V2, c'est beaucoup plus simple. Et donc, V2 égale V2 égale V égale K2 ES. Sauf que ES ne doit pas figurer dans la loi de vitesse, puisque c'est un intermédiaire réaction. C'est un composé qui n'apparaît pas dans la réaction bilan, donc il faut supprimer ES. Bien entendu, supprimer ES, ça ne veut pas dire qu'on le barre comme ça, mais qu'on va trouver un moyen de l'exprimer différemment. Alors si on applique le principe de l'état quasi-stationnaire à ES, on a d de ES sur dt égale V1 moins V-1 moins V2. Avant de détailler les équations, il va être nécessaire de définir le sens de chaque notation. Si E0 est la concentration totale en enzyme, pour l'enzyme libre, E, on aura E0 moins l'enzyme qui est associée, c'est-à-dire que l'enzyme libre, concentration en E, égale concentration totale moins concentration de l'enzyme associée, donc E0 moins ES, comme je vous l'ai mentionné ici. S, bien entendu, va être la concentration en substrat et P, la concentration en produit. Je vous ai remis les deux réactions. Je vous ai rappelé que V1 égale K1 ES, E que multiplie S, sauf que E, je voulais remplacer par E0 moins ES, comme on l'a vu précédemment, et donc j'ai multiplié par S pour garder ce S qui apparaissait. Par ailleurs, on a V1 égale K-1 ES. Et donc, on a V égale V2 égale K2 ES. Donc, on a vu d de ES sur dt égale V1 moins V-1 moins V2, que je vais pouvoir donc égale 0. Je vais donc remplacer maintenant, eh bien, V1 c'est K1 E0 moins ES que multiplie S, moins K-1 ES, moins K2 ES. Je vais me débrouiller maintenant pour mettre ES en facteur commun et je vais faire passer K1 E0S de l'autre côté. Alors je vous laisse reprendre ces équations pour constater que je vais avoir K1 E0S égale K1S moins, entre parenthèses, K-1 plus K2, le tout entre crochets, concentration en ES. Et donc, il apparaît à partir de là que j'ai V égale, là encore, je vous laisserai manipuler tout cela comme vous l'entendez, K2 E0S sur S plus KM, parce que j'ai posé Km égale K-1 plus K2 sur K1, et cette valeur Km, c'est une constante, puisque c'est une combinaison de constantes, et c'est donc la constante de Michaelis. Eh bien, on peut remarquer que E0, c'est la valeur maximale de ES. On ne peut pas avoir plus d'enzymes associées qu'on avait d'enzymes au départ. Donc E0, c'est la valeur maximale de ES. Et donc, cela revient à dire que K2E0, c'est la valeur maximale de la vitesse de la réaction. J'ai écrit K2E0 égale Vmax. Et donc, la relation que l'on a écrite auparavant va devenir V égale Vmax S sur S plus Km. Vous voyez bien que là-dedans, Vmax va être une constante, Km va être une constante, la seule variable dans cette équation, c'est S. Et maintenant, on va manipuler cette relation dite de Michaelis-Menten en considérant plusieurs situations concernant la concentration en substrat, la concentration en S. Donc ici, on va considérer trois situations. La première des situations, c'est dire que S peut être très grand. Alors si S est très grand, à ce moment-là, la concentration en S va pouvoir être considérée comme beaucoup plus grande que celle que Km. Donc à ce moment-là, je vais me retrouver avec
V sera pratiquement égal à Vmax S sur S, c'est-à-dire V pratiquement égal à Vmax. Donc on peut dire que si on a beaucoup de substrats, le système enzymatique va fonctionner à pleine vitesse, à son maximum, et donc pour le système enzymatique à son maximum, eh bien, s'il y a plus de substrats que ce qu'il peut en traiter, ben, le substrat qui est en excès attend son tour. Donc s'il y a trop de substrats, on fonctionne à la vitesse maximale et on consomme le substrat petit à petit. J'avais pour habitude de dire aussi que les jours, les lendemains de réveillon ou de fête où on fait des abus alimentaires, eh bien, les enzymes responsables de la digestion vont travailler au maximum, mais une partie de l'excès alimentaire qui a été pris va attendre patiemment son tour pour être digéré. Donc ici, ce que je vous dis, la vitesse de la réaction est maximale et donc elle est liée aux capacités du système enzymatique étudié. Maintenant, deuxième cas relativement simple, c'est le cas où S est très petit, c'est-à-dire que mathématiquement, on pourra négliger S par rapport à Km. Vous voyez qu'à ce moment-là, la loi de vitesse devient Vmax S sur Km. Et donc, à ce moment-là, je vais avoir V égale Vmax sur Km que multiplie S. Donc, cela revient à dire qu'on a une réaction du premier ordre par rapport à S. L'ordre de la réaction lorsque le substrat est en très petite quantité, la réaction est d'ordre 1. Le substrat est consommé par le système enzymatique en gérant tout cela avec une réaction d'ordre 1. Et enfin, troisième cas, si S est du même ordre de grandeur que Km, c'est-à-dire que dans le dénominateur, je ne pourrais pas négliger S ou Km, et bien à ce moment-là, il n'y a plus de simplification possible. Ce qui est réalisé en général, c'est qu'on fait 1 sur V. 1 sur V, vous voyez, ça devient S sur Vmax S plus Km sur Vmax S, c'est-à-dire encore 1 sur Vmax, puisque dans la première fraction, le S se simplifie, Km sur Vmax que multiplie 1 sur S. Et donc, cela revient à dire 1 sur V égale 1 sur Vmax plus Km sur Vmax que multiplie 1 sur S. Si on porte 1 sur V en fonction de 1 sur S, on obtient une droite dont la pente vaut Km sur Vmax et dont l'ordonnée à l'origine est 1 sur Vmax. Vous voyez comme ceci. Encore une fois, la remarque que je vais vous faire, c'est que en général, S est petit, donc 1 sur S va être très grand, et donc on ne va pas pouvoir atteindre la valeur 0 d'un point de vue purement expérimental. Mais cette valeur va donc devoir être extrapolée. 1 sur S égale 0 doit être extrapolée parce qu'elle n'est pas accessible par l'expérience. Alors maintenant, on va passer à un autre aspect de la cinétique chimique, de l'étude des vitesses-réactions, c'est l'évolution de la vitesse avec la température. Eh bien, ce que l'on peut dire d'une manière générale, d'abord, bien entendu, fixons les limites à cette étude, c'est-à-dire que lorsqu'on va étudier une réaction à une température donnée, si on change la température, il ne faut pas que l'état physique des composés qui participent à cette réaction change. Ce que je vous ai mis ici comme exemple, c'est que si j'étudie une réaction en solution aqueuse, je devrais rester avec des températures supérieures à 0 degré et avec une pression suffisante pour que toute l'eau liquide ne se vaporise pas. Donc il faut, pour étudier une réaction chimique, que les composés restent dans leur état, dans le même état à la température T1 et à la température T2. Si l'état physique de l'un des composés change, c'est la réaction que l'on étudie qui est changée. Et donc, si on respecte cette restriction, toute augmentation de température, on sait qu'elle provoque une accélération de la réaction étudiée. Et en fait, donc, on va voir comment cette augmentation de la vitesse de la réaction est mise en œuvre. C'est qu'on a Arrhenius
qui a montré que la constante vitesse de chaque acte élémentaire augmente quand la température augmente, et il propose la relation que voilà, K égale K0, une valeur de référence, exponentielle de moins EA sur RT. Alors vous dites, c'est bien, j'ai deux éléments nouveaux, K0 et EA. Donc il va falloir expliciter ces deux choses-là. K0, c'est une constante de référence, elle dépendra seulement de la réaction. Et en revanche, EA, c'est l'énergie d'activation de la réaction. Et celle-là, elle ne dépend pas de la température. Et donc, ce que je vous propose maintenant, c'est d'expliciter cette énergie d'activation. Pour cela, il faut porter l'évolution du niveau énergétique du système réactionnel par rapport au déroulement de la réaction. En fait, voilà, je porte l'énergie en ordonnée, le temps, le déroulement de la réaction en abscisse. Vous voyez que l'énergie des réactifs est ici, que l'énergie des produits est ici. Donc, dans ce cas, l'énergie des réactifs est supérieure à l'énergie des produits, c'est-à-dire qu'on a affaire à une réaction exothermique, une réaction qui va dégager de la chaleur. Mais en revanche, vous voyez qu'on a un pic au-dessus, c'est-à-dire que le diagramme énergétique fait apparaître un sommet au milieu du déroulement de la réaction. Ici, je vous ai mentionné que dans le sens énergie des produits moins énergie des réactifs, c'est la valeur delta RH de la réaction, l'enthalpie de la réaction, comme on le verra en thermodynamique. Et puis, le point O, je l'ai noté E hashtag, comme on dit maintenant, c'est donc l'état de transition du système réactionnel. Et ce que j'ai mis ici, c'est-à-dire la différence d'énergie entre l'état de transition et l'énergie des réactifs, je l'ai appelé EA, énergie d'activation de la réaction. Vous voyez donc que pour qu'une réaction ait lieu, il faut que le système soit capable de trouver EA, énergie d'activation de la réaction, pour ensuite dérouler et finalement dégager de l'énergie. Mais d'abord, il faut trouver cette énergie d'activation. Bien entendu, je vous ai fait l'équivalent, mais avec une réaction endothermique, c'est-à-dire une réaction dans laquelle l'énergie des réactifs est plus basse que l'énergie des produits. J'ai de la même manière le delta RH, c'est toujours produit moins réactif. Cette fois-ci, elle sera positive, la valeur de delta RH. Et en revanche, l'énergie d'activation sera toujours positive. C'est énergie de l'état de transition diminuée de l'énergie des réactifs. Sauf que dans une réaction endothermique, il y a des chances pour que l'énergie d'activation soit plus grande que pour une réaction exothermique. Que la réaction donc soit exo ou endothermique, elle passe toujours par cet état de transition que je vous ai noté, E hashtag, comme ceci. Et l'énergie d'activation, c'est la différence énergie entre donc l'énergie de l'état de transition moins l'énergie des réactifs. Vous voyez que ma phrase est un peu sibylline ici. C'est la différence d'énergie entre le niveau des réactifs et celui de l'état de transition, mais c'est énergie de l'état de transition moins énergie des réactifs. Et donc, on va voir comment on peut déterminer l'énergie d'activation. Donc, ce que je vous ai dit, c'est que l'effet de la température, c'est de faire varier K selon la relation d'Arrhenius. Donc, la mesure de K pour diverses températures permet de construire un tableau K égale F de T. Et la relation d'Arrhenius, qui était K égale K0 exponentielle de moins EA sur RT, si je passe au log népérien, ça me fait log de ln de K égale ln de K0 moins, alors le log népérien d'une exponentielle, c'est l'exposant, donc moins EA sur R, que multiplie 1 sur T. Eh bien, si je trace la courbe ln de K égale f de 1 sur t, je vais avoir une courbe descendante dont la pente, donc l'ordonnée à l'origine sera ln de k0, donc un moyen de déterminer ce ln de k0, donc de déterminer k0, et la pente c'est moins EA sur R comme ceci. Donc avec tout ça, on peut déterminer les paramètres de la réaction que l'on étudie
le K0 et l'énergie d'activation. Alors, en revanche, la plupart du temps, on n'a pas 15 valeurs de K en fonction de T, mais on a souvent dans les exercices 2 températures seulement. À ce moment-là, j'écris K1 égale A exponentielle de moins EA sur RT1 et K2 égale A exponentielle de moins EA sur RT2, que je vais pouvoir réarranger sous la forme K2 sur K1. Vous voyez que à ce moment-là, je vais avoir K0 qui apparaîtra pour les deux, exponentielle de moins EA sur RT 1 sur T1 moins 1 sur TE, comme ceci. Et donc, on va pouvoir terminer cette approche par l'action des catalyseurs. En fait, on a vu des catalyseurs, ce sont les enzymes. Beaucoup d'autres composés vont pouvoir jouer ce rôle de catalyseur et on va les trouver dans des multitudes de réactions chimiques. Alors, il y a quelques règles générales que respectent toujours les catalyseurs. La première de ces règles, c'est qu'un catalyseur n'est pas modifié par le déroulement de la réaction. Ça, c'est la première règle. Deuxième règle, il doit accélérer la réaction. Eh bien, à partir de ça, on va reprendre le schéma énergétique d'une réaction catalysée, que j'appelle Ré1, et on va voir qu'elle est bien distincte du schéma énergétique de la réaction non catalysée. Ici, vous voyez, en rouge, j'ai mis la réaction non catalysée. J'ai une énergie d'activation, comme vous la voyez ici, et puis je mets en gris-bleu la réaction, le schéma énergétique de la réaction catalysée. Qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, vous voyez, alors bien entendu, c'est vrai que j'aurais pu avant vous parler de ça, vous voyez bien que j'ai pris une réaction exothermique, l'énergie des produits est inférieure à l'énergie des réactifs, mais surtout ce qui est intéressant de remarquer, c'est que on n'a pas modifié l'énergie des réactifs et l'énergie des produits par le fait qu'on a introduit un catalyseur, que le schéma rouge montre un acte élémentaire unique, donc comme ceci, et que le schéma, alors il n'est pas jaune, il est bleu, gris, fait apparaître 2 actes élémentaires. En fait, le cumul des énergies d'activation des 2 actes élémentaires du schéma bleu est inférieur à l'énergie d'activation du schéma rouge. Ça, c'est essentiel. Et donc, la fin de la réaction est beaucoup plus précoce dans le schéma bleu que dans le schéma rouge. On va maintenant s'interroger sur l'augmentation du nombre d'actes élémentaires lors des réactions catalysées. En fait, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, c'est assez simple à imaginer. Lorsqu'on va avoir une réaction catalysée, qui normalement se déroule en un seul acte élémentaire, là, on va avoir un premier acte élémentaire qui est la mise en association, l'association du réactif avec le catalyseur. C'est une réaction assez facile puisque les catalyseurs ont cette caractéristique d'être très sensibles à l'effet des réactifs. On choisit les catalyseurs pour qu'ils donnent lieu facilement à cette réaction d'association avec le réactif. Et donc, cette première étape ne nécessite pas une grande énergie d'activation, mais on aura bien l'apparition d'une première étape. Ici, donc, réactif plus catalyseur donne association et l'association en question donne catalyseur plus produit. Vous voyez donc que d'un acte élémentaire auparavant, je suis passé à 2 actes élémentaires. Alors, l'effet cinétique du catalyseur. Donc, comme je vous l'ai indiqué dans le schéma précédent, l'énergie de l'activation catalysée est inférieure à celle de la réaction non catalysée, même si on cumule les 2 énergies d'activation qui apparaissent dans les 2 actes élémentaires de la réaction catalysée. Si la réaction est réalisée à la température T avec un catalyseur d'une part puis un catalyseur d'autre part, il est possible de déterminer Ks et Kc qui correspondent aux constantes de vitesse des réactions réalisées avec ou sans catalyseur. J'ai Kc avec catalyseur
KS sans catalyseur. Et vous voyez, j'ai mis EAC, énergie d'activation avec le catalyseur, EAS avec l'énergie d'activation sans catalyseur. Ces deux formules vont me conduire à KC sur KS. Eh bien, vous voyez que les K0 vont se simplifier et je vais rester sur EAS moins EAC sur RT. Et donc, comme EAS est beaucoup plus important que EAC, le KC sur KS est supérieur à 1, c'est-à-dire que la constante de vitesse pour la réaction catalysée est supérieure à la constante de vitesse pour la réaction non catalysée.